Alors, dès la naissance, comparé au garçon, la fille a des fibres interhémisphériques plus larges et plus myélinisées, une maturation corticale plus rapide, avec une fréquence électroencéphalographique à la veille et au sommeil plus élevée. Et elles ont aussi plus de sommeil, avec plus de sommeil calme et moins d'éveil et de sommeil agité. Et cela déjà chez le prématuré. Elles dorment plus que les garçons dans l'enfance, et on voit déjà dans cette grosse étude anglaise sur 11 000 enfants que dès l'âge de 6 mois et là jusque 9 ans, eh bien, elles ont un temps de sommeil rapporté, donc subjectif, plus important. Et ce n'est pas uniquement au niveau subjectif, parce que si on enregistre, et c'est le cas ici entre 8 et 12 ans, on voit qu'elles dorment plus les jours scolaires et les jours non scolaires, et qu'elles ont même une meilleure qualité de sommeil. Alors à l'adolescence, évidemment, l'adolescent perd à peu près 1h30 de sommeil, 20 minutes par an, et il est en privation de sommeil, il récupère pendant le week-end, et il est souvent en privation de sommeil, il dort moins de 7 heures par nuit. Eh bien, pendant l'adolescence, les filles récupèrent pendant les jours non scolaires. Alors ça se voit peut-être pas bien sur les flèches, peut-être pas, ça se voit. Non, la flèche ne marche pas. C'est ici sur le garçon est en bleu et les filles pour les temps de sommeil non scolaire en jaune. Et puis par contre, elles ont plus de difficultés d'endormissement, vous voyez en rouge, et elles ont aussi plus de dettes de sommeil. Donc l'adolescence, et Nathalie en a déjà parlé un petit peu, c'est un moment où il y a des modifications physiologiques au niveau de la qualité du sommeil. L'adolescent va perdre, en fonction donc, de sa maturation pubertaire, 40% de son sommeil lent profond, qui va être remplacé par du sommeil léger. Et il va non seulement perdre en sommeil lent profond, en pourcentage, mais aussi en qualité. On va voir ces grandes ondes lentes d'éclat qui vont diminuer entre le stade de Tanner 1, donc prépubère, au stade de Tanner 5, puberté complète. Et cela est dû, en fait, à une diminution des connexions synaptiques, qui est un signe de maturité cérébrale. On passe du cerveau plastique de l'enfant vers le cerveau efficace de l'adulte. Et les filles, qu'on revoit ici en rouge, vont avoir cette modification au niveau de la qualité de leur sommeil qui va être plus précoce que chez les garçons, et ça sous l'influence des hormones sexuelles. Donc, une maturation méostasique plus précoce chez la fille, et comme l'a montré Nathalie, une maturation circadienne aussi plus précoce chez la fille. Elles vont devenir du chronotype du soir plus précocement que les garçons, pendant la puberté. Et donc, on doit comprendre que le cerveau d'une fille et le cerveau d'un garçon, c'est différent, c'est comme ça, et c'est dû à l'influence chromosomique, qui va permettre une sensibilité aux hormones des structures cérébrales différentes. Si on regarde un petit peu sur les modèles animaux, on voit que ce qui influence surtout le cerveau, c'est le stradiol et non pas la testostérone. Et lorsque l'on fait des études sur des souris qu'on a retiré les ovaires et l'on met soit du placebo en bleu, soit de l'œstradiol, on voit que grâce à l'œstradiol, on a une consolidation des temps de sommeil et des temps d'éveil. Et donc l'œstradiol consolide le sommeil en agissant sur le VLPO et consolide la veille en agissant sur les systèmes d'éveil comme l'hypocrétine. Ça joue aussi, cette hormone, sur le noyau suprachiasmatique, donc sur l'horloge, et on voit aussi que les hommes et les femmes ont des cycles, donc une horloge circadienne qui est différente. On voit en haut les hommes et les femmes en bas, et elles ont donc un temps circadien qui est différent, un cycle qui est un peu plus court que les hommes, ce qui peut expliquer que finalement elles s'endorment peut-être pas au bon moment pour elles le soir et qu'elles peuvent avoir une moins bonne qualité de sommeil le matin. Alors les conséquences cliniques,
Eh bien, déjà chez l'enfant, lorsqu'on regarde cette étude faite par Benjamin Putois avec le questionnaire SDSC sur les troubles du sommeil de l'enfant, on retrouve chez le garçon de 4 à 8 ans plus de troubles du sommeil, mais entre 12 et 16 ans, c'est la fille qui a le plus de troubles du sommeil et essentiellement plus d'insomnie. Et c'est vrai, avec la puberté, il y a une augmentation de la fréquence de l'insomnie chez la fille. On le voit ici sur les courbes de gauche, la fille est représentée en rouge, et vous voyez que c'est en fonction des stades de Tanner, et on voit qu'il y a plus une fréquence augmentée de l'insomnie chez la fille par rapport au garçon, surtout de l'insomnie d'initiation, de sommeil, de maintien de sommeil, mais pas de réveil précoce. Et elles ont aussi non seulement une prévalence plus importante, mais aussi une sévérité de cette insomnie plus importante que le garçon. Alors les causes sont un peu différentes. L'insomnie chez la fille elle est plutôt associée aux difficultés relationnelles et émotionnelles, et chez le garçon à une mauvaise hygiène de vie, l'usage du tabac, de l'alcool ou de boissons stimulantes. Et si vous comparez, ce n'est pas uniquement des plaintes subjectives, parce que si vous comparez le sommeil des filles qui se plaignent d'insomnie par rapport à celles qui ne s'en plaignent pas, eh bien, entre 5 et 12 ans, on voit que ces filles qui se plaignent d'insomnie ont une latence d'endormissement plus élevée, une diminution de l'efficacité de sommeil et une tendance à une durée de sommeil moindre que celles qui n'ont pas de symptômes. Et lorsqu'il y a une privation de sommeil, eh bien, vous voyez, les causes et les conséquences semblent différentes, même chez le petit. Là, c'est une étude faite par Sabine Plancoulin sur la cohorte Eden. Ce sont à peu près 1000 enfants âgés de 3 ans. Et elle a comparé ceux qui étaient donc petits dormeurs pour voir un petit peu les facteurs de risque. Eh bien, chez le petit dormeur garçon, c'est surtout influencé par le poids et l'usage de l'exposition à la télévision. Et chez la fille, c'est plutôt associé au type de garde, gardée par la maman à la maison ou à la crèche, ou du type d'alimentation. Alors, les conséquences ne sont pas les mêmes non plus. Les petits dormeurs garçons ont plus de risques de devenir obèses, alors que la fille semble, dans différentes études, plus résiliente à la privation de sommeil au niveau métabolique. Alors maintenant, ça c'est le sujet, est-ce qu'il y a des différences pour le SAS chez l'enfant? Alors si on reprend les données chez l'adulte, on sait que la prévalence du SAS est 2 à 3 fois moins fréquente chez la femme avant la ménopause, qu'il est moins sévère, à IMC égal, et que les symptômes du SAS peuvent être moins spécifiques chez la femme. Elles ont peut-être plus de céphalée, de dépression, d'insomnie d'initiation de sommeil. Alors, pour la pathophysiologie, et là, c'est Madame Vecchiarini qui m'a aidé pour cette partie-là. Je n'ai pas fait toute la revue de littérature. Donc, il semblerait qu'il y a en tout cas 2 éléments importants sur cette pathophysiologie du SAS de la femme adulte. Une collapsibilité des voies aériennes supérieures moindre chez la femme, donc elles auraient un espace aérien plus petit, mais un espace aérien plus stable et moins collabable que l'homme. La position dorsale affecte le calibre des voies aériennes supérieures de façon plus marquée chez l'homme. Et deuxième élément, les femmes toléreraient un IMC plus élevé sans pathologie respiratoire. Et ce qui semble jouer un rôle important, c'est la répartition des graisses qui est différente entre les sexes. Chez les femmes obèses, la graisse au niveau du pharynx, de la base postérieure de la langue, du volume des tissus mous au niveau du cou, sont moins importants que chez l'homme obèse. Et ça a été vu à l'IRM, mais aussi lorsqu'on mesure le tour de cou. Et cette différence de répartition des graisses a des conséquences physiologiques sur la fonction respiratoire, la réponse ventilatoire à l'hypoxie et l'hypercapnie, et aussi sur une plus longue période d'hypoventilation en post-apnée. Alors la question qu'on se pose tous, est-ce que cette différence commence déjà dans l'enfance? Alors je rappelle, le syndrome des troubles respiratoires obstructifs de l'enfant, on retrouve évidemment toute
toutes les formes de l'obstruction complète, l'apnée, à l'obstruction partielle, les hypopnées, le syndrome d'augmentation des résistances et l'hypoventilation obstructive. On retrouve chez l'enfant plus d'événements obstructifs partiels parce qu'ils ont en fait un besoin d'une pression plus importante pour collaber les voies aériennes supérieures par rapport à l'adulte et au nourrisson. On se souvient qu'il y a 8 à 11% de ronfleurs dans la population générale pédiatrique, mais que 1 à 4% de SAS. Et on retrouve tous les degrés de sévérité du SAS, avec le SAS léger, entre 1,5 par heure à 5 par heure, modéré, entre 5 et 10, et sévère, au-dessus de 10. Alors, je prends un coup d'eau. Quels sont les facteurs de risque du SAS chez l'enfant? On retrouve l'obésité, les infections des voies aériennes supérieures et inférieures, l'asthme, évidemment, la génétique. Lorsqu'il y a des apnéiques au niveau des parents, des grands-parents, il y a plus de risques d'avoir un SAS chez l'enfant, et la prématurité. Et jusque-là, on disait, il n'y a pas de différence entre la fille et le garçon. OK. Mais si on regarde un petit peu les méta-analyses, comme celle de M. Lumenck en 2008, il vous dit, mais il y a quand même, dans 13 études, une différence. Il y a plus de SAS chez le garçon. Et ce sont des études, les 13 où on remarque cet élément, sont des études où il y a plus de patients, et aussi lorsque les patients sont plus âgés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont adolescents. Donc on retrouve quand même plus de SAS chez le garçon à partir de l'adolescence. Il y en a plus chez le garçon à l'adolescence, mais il est aussi plus sévère. Et ça, on le voit dans cette étude de Baker, où ils mettent les facteurs de gravité, de sévérité du SAS, c'est d'être un garçon, d'être obèse et d'avoir de grosses amygdales. Alors, c'est vrai que, quelles sont les étiologies du SAS à l'adolescence? Eh bien, déjà, il faut dire qu'on ne sait pas tout le monde bien la prévalence du SAS à l'adolescent. Souvent, les parents ne savent pas s'ils ronflent ou pas. Et qu'il faut retenir comme message que le SAS de l'enfant ne donne normalement pas le lit au SAS de l'adolescent. En général, tous les SAS dans l'enfance vont en majorité disparaître à l'adolescence. Donc le grand facteur de risque du SAS à l'adolescence, c'est l'obésité. Et donc, plus on gagne en IMZ Z-score, et plus on a un risque de SAS. Et c'est lié essentiellement à l'obésité viscérale, le tour de taille, le tour de cou, qui est prédictif du SAS, en particulier donc chez le garçon. Alors, c'est vrai que si on regarde les grandes études de cohorte, vous voyez ici 3 études de cohorte, ce sont donc des études qui ont suivi les enfants de l'âge de 5 à 11 ans jusqu'à la fin de l'adolescence. Eh bien, quel est le facteur qu'on retrouve? Les facteurs qu'on retrouve, on va dire, il y en a 2. L'obésité, particulièrement l'obésité viscérale, et le fait d'être un garçon. Alors, comment on pourrait expliquer ça? Bon, déjà, qu'on sait qu'il y a des modifications physiologiques et environnementales à l'adolescence, une influence hormonale qui va faire que l'adolescent va dormir moins bien et moins, comme on l'a vu précédemment. Et en plus, ils ont cette capacité de se réveiller plus, donc plus de réactions de micro-éveil avec l'âge. Mais il y a aussi le mode de vie. Les écrans, l'usage d'alcool, de tabac, de cannabis. Et donc, tout cela va conduire à une privation de sommeil qui va majorer le syndrome obstructif. Et puis aussi, l'influence hormonale sur les voies aériennes supérieures, comme l'avait montré M. Guilleminot, sur le volume de la langue et l'influence de la testostérone sur ce volume de la langue chez le garçon à l'adolescence. Donc, on dit, OK, on a compris, il y a plus de risque d'avoir un SAS à l'adolescence chez le garçon, plus sévère, et il y a ces facteurs physiologiques, environnementaux et hormonaux qui vont l'influencer. Regardons les choses encore plus jeunes, plus précocement. Si on regarde cette étude d'enfants âgés de 6 à 13 ans, qui ont été réévalués 2 ans après.
Donc ça, c'est léger, entre 1 et 5. Et on se rend compte que 2 ans après, 30% évoluent vers un SAS plus sévère. Alors, quels sont-ils? Quels sont les facteurs de risque? Eh bien, les facteurs de risque, c'est d'être un garçon, d'être obèse, d'avoir de grosses amygdales. Et dans les éléments de risque de persistance de ce SAS, c'est d'avoir cette obésité tronculaire et aussi d'avoir la persistance de grosses amygdales. Donc finalement, le SAS de l'enfant n'évolue pas toujours si favorablement, en particulier chez le garçon. Autre étude sur 2 groupes d'enfants, des préadolescents et des adolescents. Alors après, on peut critiquer parce que les préadolescents, ils ont 4 ans en médiane et les adolescents, ils ont 11 ans en médiane, donc je ne suis pas sûre qu'ils aient fait leur puberté. Donc 2 points. Et ils vous disent dans cet article, les garçons âgés, donc adolescents, mais là ils sont autour de 11 ans, ont un SAS plus sévère, avec plus de désaturation, des saturations minimales moindres, une moindre efficacité de sommeil, et aussi ils ont moins d'espace au niveau des voies aériennes supérieures. Travail effectué par Rosemary Horn en se disant est-ce qu'il y a des différences de genre sur la sévérité et les conséquences du SAS chez l'enfant. Donc là, l'âge médian, c'est 7 ans. Elle vous dit, dans le groupe contrôle, donc sans SAS, on retrouve plus chez la fille un grade au niveau du volume des amygdales de type 1, donc un volume moindre. Alors, on reprend nos sous-types du SAS, que vous connaissez bien. Le type 1, c'est l'enfant de moins de 7 ans avec un poids normal, avec normalement de grosses amygdales et étant plutôt hyperactif. Est-ce qu'il existe parmi ce type 1 des sous-groupes? Et c'est ce qui a été proposé par Wu en 2019. Il s'est dit on va regarder les symptômes et on va les faire des clusters de symptômes. Et donc, il vous a mis le cluster 1, ce que vous voyez en bleu, c'est les enfants, donc, je vous dis, l'âge ici médian, c'est 5 ans, qui ronflent, qui ont une somnolence diurne. Ils ont des ronflements plus intenses, un syndrome obstructif plus important, plus d'angine. Ça, c'est le cluster 1. Le cluster 2, ce sont des enfants qui sont plus hyperactifs. Et le cluster 3, c'est des enfants qui sont peu symptomatiques. Ils ne ronflent pas trop, ils ont une respiration bouche ouverte, ils transpirent la nuit. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, dans ce cluster 3, on trouve moins de garçons que dans les 2 autres sous-groupes. Donc, on peut imaginer que la fille est moins symptomatique, moins bruyante au niveau de ses symptômes que le garçon à cet âge-là. Alors, au niveau des complications, est-ce qu'on a des différences entre la fille et le garçon? Donc là, c'est le schéma habituel avec la cassure de poids, les troubles cardiovasculaires et neurocognitifs et comportementaux. Alors, j'en ai pris que 2. C'est toujours l'étude de Rosemary Horn. Et elle vous dit, il y a plus de répercussions chez la fille du SAS modéré à sévère. Donc, je rappelle, c'est entre 5 et 10 d'index apnée-hypopnée. Et cette répercussion se fait chez cette fille sur la qualité de vie et sur les problèmes comportementaux, mais plutôt de type internalisation, dépression, anxiété, repli sur soi. Au niveau des complications cardiovasculaires, là c'était cette grosse étude faite sur 400 enfants suivis de 7 ans à 16 ans. Ils ont regardé quels sont les risques de au moins de tension artérielle élevée à l'âge adulte. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, c'est ceux qui ont une persistance du SAS, avec donc d'un SAS léger, au-dessus d'un index d'apnée-hypopnée au-dessus de 2, qui ont plus de risques d'avoir à l'adolescence une tension artérielle élevée. Et qui sont-ils? Quels sont les facteurs de risque? Eh bien, vous pouvez le voir, c'est surtout les garçons. Et vous pouvez voir aussi que ceux qui vont avoir une résolution spontanée de leur SAS, eh bien,
ce n'est pas les garçons, c'est plutôt les filles, parce qu'ici, vous voyez qu'on retrouve plus de garçons qui ont une persistance de leur SAS à l'adolescence et beaucoup moins de garçons qui ont une résolution de leur SAS. Toujours lié aussi quand même à l'obésité tronculaire. Donc, en conclusion, quels sont les messages? Qu'il y a une influence chromosomique qui va influencer l'impact de l'influence hormonale sur la modification des structures cérébrales et sur le sommeil chez la fille et le garçon. Que le SAS est plus fréquent et plus sévère chez le garçon à l'adolescence, que ça peut être dû à un phénomène hormonal et environnemental. Qu'il faut faire attention, que le risque de persistance, d'apparition, d'aggravation du SAS est plus fréquent chez le garçon, même avant l'adolescence. Que la croissance des voies aériennes supérieures semble différente chez la fille et le garçon, avec un volume moindre des amygdales chez la fille, et donc un espace des voies aériennes supérieures plus élevé. Qu'il y a une forme de SAS qui semble plus discrète chez la fille, déjà dans l'enfance, et que les complications du SAS semblent différentes chez la fille et le garçon, plus d'hyperactivité chez le garçon, plus de repli de soi et moins de qualité de vie chez la fille, et que pour les complications cardiovasculaires, le garçon semble plus impacté à long terme en fin d'adolescence. Donc, j'espère que ce sera bien le message que vous aurez retenu, qu'il faut prendre en compte ces différences de genre au niveau du diagnostic et de la prise en charge. Là, c'est mon équipe que je remercie au niveau clinique et recherche. Et là, je vous remercie pour votre attention.